Midi 52, on est mardi. On va aller rejoindre notre chroniqueur Vincent Geloso, professeur au George Mason University et également économiste senior à l'Institut économique de Montréal. Vincent, bonjour, tu es salué. Salut. Ça va bien? Oh. Toujours en forme. Avoue qu'il y a une belle voix, c'est doux. Je ne reprendrai pas le terme que j'ai pris, qui l'a ébranlé pendant la pause. Mais tu as l'air, ma foi, reposé. Est-ce que c'est le cas ou tu es juste fatigué? Oh, non, je suis très reposé. Écoute, contrairement à beaucoup de gens au Québec, je ne suis pas la politique américaine et je me concentre sur des choses qui sont largement plus pertinentes, ce qui me rend de très bonne humeur. Excellent. Effectivement, on va prendre des notes. Tu sais, il y a des sujets, des fois, au Québec, j'ai souvent cette impression-là. On a peur de nommer les choses. Et un de ces sujets fragiles-là, et Dieu sait qu'il y en a quand même quelques-uns au Québec, c'est l'immigration. Par contre, quand on se met à parler d'immigration ou de sujets plus sensibles, ce qui est le fun des fois, c'est que ça ouvre la discussion. PSPP est arrivé avec son plan pour une immigration. Évidemment que PSPP, la solution, ce sera un pays. Là. On aura compris que quand il a placé ses billes, il y avait déjà la conclusion, parce que PSPP ne pourra pas contrôler toute l'immigration. Ça revient au fédéral pas mal. Mais ça a ouvert une discussion sur la productivité au Québec et sur, évidemment, le manque d'employés et sur la robotisation. Puis c'est un sujet, je pense, qui doit être encadré dans une discussion économique. Et c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Premièrement, est-ce qu'effectivement, c'est une bonne idée de robotiser? On est en retard au Québec, là. La réponse, c'est oui. Il faut effectivement souligner qu'on est en retard en termes d'adoption de la robotisation. On est encore plus en retard dans ce qui est en termes de recherche et développement, mais ça n'a pas besoin d'être un problème, ça. C'est vraiment dans l'adoption. Et la raison que c'est désavantagé au Québec, c'est parce que c'est des investissements fixes assez importants qu'il faut qu'ils soient faits et donc doivent être récupérés sur une certaine période de temps. Et si l'imposition est très élevée, bien, tu récupères pas rapidement ton investissement et donc c'est mieux de le laisser de côté. Alors, ça serait... au Québec, on est en retard en grande partie pour des raisons de politique publique, de réglementation, mais surtout des raisons fiscales. Mais on est en retard au niveau, à la base, là, avant de parler de robotique, au niveau de la productivité. Au Canada, à moins que ça ait changé drastiquement, on est pas mal dans le queue de peloton. On a de la difficulté. Je pense qu'il y a un lien à faire direct. Et toi, en 3 phrases, tout de suite, tu as ciblé une bonne partie du problème, c'est-à-dire le fardeau fiscal des entreprises au Québec. Comment ça se fait qu'une gang de comptables à l'Assemblée nationale et de gens intelligents sont incapables de cibler le problème majeur qui revient fréquemment, c'est-à-dire le fardeau fiscal, les impôts, les taxes? Pourquoi personne ne parle de ça? C'est qu'ils en parlent seulement dans le cycle électoral. C'est plus difficile d'en parler une fois que t'es au pouvoir, largement parce que t'as des compétitions dans certains groupes d'intérêts qui veulent avoir les fruits de la dépense publique. Mais le problème, c'est que quelqu'un paye de cette haute dépense publique-là, qui veut dire plus d'impôts et qui paye. Ce sont les travailleurs, soit directement via leur portefeuille, mais aussi indirectement via le fait qu'il y aura moins de croissance économique dans l'avenir. Quand on regarde les effets de la robotisation, dans le long terme, c'est largement positif sur la productivité. Donc, si une firme adopte des nouveaux équipements qui augmentent la productivité à l'intérieur de la firme, c'est la seule raison pour laquelle une firme adopterait des nouvelles politiques, des politiques de robotisation, ça augmente la productivité de la firme et à long terme, ça augmente les salaires et la croissance économique. Donc ça, là, c'est largement indiscutable. On le sait depuis les années 50, alors que les premières recherches ont commencé à émerger là-dessus. Et il y a pas mal un consensus que, en fait, c'est très positif dans l'agrégat. Il y a des nuances à faire, mais dans l'agrégat, c'est positif. Il y a des exemples. On peut parler des premiers qui l'ont fait. Là. Ford avait compris ça, je pense. Là. Il y avait bien des défauts. Mais Ford, c'est la standardisation. Ford, c'était qu'il avait fait la chaîne de montage. Il y avait une partie de robotisation, mais ici, on parle beaucoup de robots intelligents. L'organisation, là, ouais. Exactement. Oui. Donne-moi donc les effets. Mettons, concrètement, j'ai une entreprise qui produit, peu importe le matériel, peu importe le produit qui sort au bout de la ligne. Là. Donne-moi des exemples de positifs. Mettons,
t'as à me convaincre pourquoi je robotiserais mon entreprise. Ben, les coûts de production sont plus bas, ta machine peut opérer plus longtemps, t'as pas besoin tu peux avoir des heures de travail beaucoup plus différentes, tu peux aussi arranger ta consommation d'énergie dans des moments qui sont off-load, donc t'as moins de consommation d'énergie pendant, par exemple, la nuit. Ton robot peut opérer la nuit, certaines tâches automatisées, t'as besoin de moins de travailleurs avec ça. Et les gens soulignent, mais ça élimine certains emplois, puis il y a des nuances à faire, mais dans l'ensemble, ce qui se passe, c'est que lorsque les industries sont capables d'augmenter leur productivité, lorsque c'est sur des marchés compétitifs, qu'est-ce qui se passe? Ben, les prix, des coûts plus bas veut dire des prix plus bas, des prix plus bas veut dire des salaires réels, donc ajustés pour l'inflation, qui sont plus élevés, et donc des nouvelles industries qui peuvent émerger. Une des choses qu'on remarque, notamment après l'adoption de la robotisation aux États-Unis, tu regardes où est-ce que ça a été l'exposition à la robotisation était la plus importante. Ce que tu vois, c'est aussi dans ces endroits-là que tu as une montée de l'industrie des services. Donc, tu peux penser enseignement, services médicaux. Tu peux penser pas juste à l'enseignement, mais aussi des services de profession libérale, donc des avocats, des notaires. Toutes ces choses-là ont augmenté. Des services, bien sûr, pour des ingénieurs de codage, donc de sciences de l'informatique. Tu vois d'autres industries émerger en raison du fait qu'on a libéré des ressources, parce que maintenant, les industries qui produisent, par exemple, disons, des jouets qui peuvent le faire automatiser, parce que là, je dis des jouets parce que mon fils a laissé un jouet dans mon bureau à l'université. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple, c'est celui-là, mais en réduisant les coûts, ben moi, j'en ai plus à dépenser ailleurs, et ça stimule la demande dans d'autres industries. Donc, puis tu l'as mentionné là, dans le topo, mais c'est le principal effet négatif, et c'est ce qui fait peur aux gens souvent, ben, c'est les pertes de job. Par contre, j'ai de la misère dans un contexte où les entrepreneurs me disent on n'a pas d'employés québécois qui veulent faire ces jobs-là. Partout en Beauce, là, il y a des reportages, il y en a de nombreux reportages qui nous parlent d'une compagnie qui a fait venir 15 Mexicains, 12 Philippins pour travailler dans l'usine. Est-ce que cette peur-là de perte d'emploi est crédible et légitime? Non, vraiment pas, parce que l'argument, en fait, sous condition, elle ne l'est pas. Okay, donc, je vais élaborer juste un peu. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'automatisation arrive, une des choses qui se passe, c'est que tu remplaces pas tant des emplois que tu remplaces des tâches. Donc, par exemple, il y a des tâches qu'avec l'automatisation, par exemple, moi, avec l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus facile de préparer des codes pour mes étudiants, pour faire des simulations que je dois leur montrer, pour préparer certaines choses en économie mathématique. Je peux leur montrer les choses beaucoup plus facilement. Puis ça me sauve du temps pour faire autre chose. Par exemple, vous parler, préparer des articles scientifiques. Ça me permet de concentrer sur d'autres tâches dans lesquelles je suis bien meilleur. Et ça, c'est une bonne chose. Mais si, par exemple, je peux pas me concentrer sur d'autres tâches, donc disons 100% des tâches que je fais sont remplacées par une machine, bien là, effectivement, ça fait mal à la personne qui est affectée. Le problème, c'est qu'il faut souligner que les prix vont baisser pour certains services, donc le coût de la vie va baisser. Et donc, la vraie question pour ce travailleur-là, dont toutes les tâches qu'il fait sont remplacées par une machine, c'est est-ce qu'il peut se déplacer dans un autre secteur? Ouais. Est-ce que le marché du travail est assez flexible pour lui permettre d'acquérir des nouveaux services, de pouvoir se déplacer, de nouvelles formations, Est-ce qu'il est capable de se trouver un nouvel emploi facilement? Et ça, c'est vraiment la vraie question qui est derrière. C'est qu'est-ce qui détermine la capacité des gens de s'ajuster à des changements comme ça, parce que la robotisation, même si on peut parler de ça uniquement, il y a plein d'analogues à la robotisation à travers l'histoire économique. On a l'arrivée de la télévision contre la radio. On a l'arrivée du transport par voie ferrée qui remplace tous les services de calèche. On a l'automobile qui remplace. Wow. On a perdu Vincent, Marc. C'est bon, je pense qu'il est là. Il est là au téléphone ou téléphone? Où est-ce que vous m'avez perdu? Je suis désolé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ben, je pense que tu disais que c'était bon, la robotisation. Oui. Oui, ben, je suis d'accord pour dire que c'est bon, mais en gros, le propos que je tenais, c'est que ça dépend si c'est que tu es capable de te changer de métier facilement après des changements technologiques, parce que des changements technologiques, ça arrive fréquemment et ça vient avec
des réarrangements de qu'est-ce qu'on fait dans l'économie. La question, c'est que les travailleurs peuvent aller dans d'autres secteurs. Bien, ils peuvent se faire redéployer dans la même entreprise, mais tantôt, tu parlais de job, d'espace pour plus de job libéral. C'est pas dit non plus qu'un gars qui travaille dans une shop va devenir avocat. C'est sûr qu'à ce niveau-là, ça peut être plus compliqué. Non, en effet, mais en même temps, la question qu'on devrait se poser, c'est qu'est-ce qui empêcherait la personne de devenir, disons, avocat? Est-ce qu'il existe et c'est ça que moi et un de mes étudiants de doctorat, on a fait ensemble, on a regardé si les barrières à pouvoir changer de métier, donc de se déplacer d'une industrie vers l'autre, et donc, par exemple, d'acquérir la licence pour faire un métier, que ça peut inclure avocat, parce que faut faire le barreau, faut faire, etc. Mais est-ce que des codes de travail, en gros, qui sont plus rigides, font en sorte de renforcer tous les effets négatifs conditionnels que la robotisation génère? Et la réponse, c'est que dans les endroits aux États-Unis où, par exemple, que c'est ça les données qu'on a utilisées, les endroits où ces réglementations-là étaient les plus simples et les moins nombreuses, à peu près 85% des effets négatifs de la robotisation étaient éliminés. Donc, ça, c'est les effets négatifs de court terme. Donc, 85% tu les élimines si tu as un marché où est-ce que il y a peu de barrières légales aux gens de se déplacer entre différents corps de métier. Puis quand je dis des effets négatifs, c'est largement sur la capacité des gens de changer de domaine. Mais là, c'est certainement pas le Québec que tu viens de nous décrire, puis c'était mon prochain angle de discussion. L'affaire, c'est qu'ici, moi, je refuse de penser que nos entrepreneurs puis nos chefs d'entreprise sont plus niaiseux qu'ailleurs. Il y a une raison pour laquelle on l'a pas fait, et j'ai l'impression que c'est notre environnement politique, économique qui va de pair, main dans la main, tout le temps. Si, pour faire la robotisation, on nous propose de monter les impôts puis les taxes pour ensuite financer de façon publique les investissements sur la robotisation, j'imagine qu'on s'entend qu'on n'est pas dans la bonne traque. Effectivement, si c'est ça le scénario du comment, non seulement on n'est pas dans la bonne traque, mais on a déjà joué dans ce film-là. Et ce film-là, ça s'appelle Enerkem, ça s'appelle Nordvolt, ça s'appelle La cimenterie mécaniste. C'est un film dans lequel on a déjà joué et ça finit à peu près aussi bien que tous les films de série B qui peuvent être produits. Mais est-ce que tu penses qu'au Québec, on va être capable de le faire d'une façon économiquement sensée? Moi, j'ai l'impression que le plan, ça va être encore la même maudite affaire que... Je veux dire, c'est un réflexe au Québec maintenant quand on veut un investisseur étranger ou quand on veut upgrader une industrie au complet, c'est toujours la subvention. Y a-t-il d'autres façons au Québec? Écoute, toi et moi, on est toujours dans la même danse à chaque fois qu'on se parle. Tu es très pessimiste. Oui. Tu cherches la chose qui fonctionne pas. Mais j'y crois pas. Je comprends d'où ça vient. Mais en même temps, moi, je te dirais que j'ai un optimisme beaucoup plus grand à l'égard de la situation, largement parce qu'on a eu des épisodes dans le passé, même au Québec, où il y a eu de la discipline fiscale, où il y a eu une direction qui était meilleure. La question, c'est il faut continuer d'en parler, il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer les choses en public et ça vient... lentement mais sûrement. Donc, je suis pas aussi pessimiste que toi, mais si tu veux savoir c'est quoi le set de solutions, c'est beaucoup mieux de trouver des dépenses à éliminer et ensuite de baisser les impôts pour justement, encourager l'adoption et en même temps enlever des réglementations qui empêchent aux gens, qui enlèvent la flexibilité dont l'économie a besoin pour permettre aux gens de se déplacer entre secteurs. Une chance, mais c'est pour ça que tu es là, Vincent, c'est pour me faire travailler sur mon optimisme. Et ça fonctionne. Ça fonctionne une semaine. Fait que c'est pour ça que j'ai besoin de t'avoir à chaque semaine. Ta dose. Écoute, j'accepte d'être ton vaccin d'optimisme. Oh, là, t'as dit un mot controversé, là. J'aime pas ça. Hey, merci beaucoup, Vincent. Cheers. Salut, bye. Salut, Vincent. Vincent Geloso, professeur au George Mason University, économiste senior à l'Institut économique de Montréal.